La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions sur le financement des infrastructures de transport. Je vous rappelle que la conférence des présidents a fixé à 2 minutes la durée maximale de chaque question et de chaque réponse, sans droit de réplique. Madame Sylvia Pinel, vous avez la parole au nom du groupe Liberté et Territoires. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, alors que 2020 devait marquer le terme de la précédente génération des contrats de plan État-région, force est de constater que leur taux d'exécution est loin d'être satisfaisant. Première victime de ces insuffisances, le volet mobilité qui accumule les retards. Fin 2019, le taux d'engagement pour les transports atteignait 51,1%. En 2020, les 718 millions d'euros d'autorisation d'engagement demandés dans le cadre de la loi de finances devraient permettre d'atteindre un taux d'engagement de 64%. À ce rythme, nous devrions atteindre un objectif de 80% fin 2022, bien loin des 100% en 2020 prévus initialement. Comment expliquer un tel décalage? Ce sont autant de projets d'aménagement du territoire souvent essentiels qui sont repoussés. Sur le terrain, les interrogations sont nombreuses, notamment sur la fiabilité des financements et sur la parole de l'État. Pouvez-vous nous confirmer le report des crédits dédiés au volet mobilité sur les 2 années à venir afin de régler les grandes difficultés de financement des contrats en cours? Parallèlement, vous avez décidé de relancer des négociations pour les CPER 2021-2027 sans y inclure les infrastructures de transport. Cette méthodologie interroge. Tout d'abord parce que ce faisant, vous videz les CPER de leur substance. Les transports représentent 50% des crédits des contrats actuels. Sans lui, comment garantir une vision cohérente du développement territorial? Ensuite, parce que votre décision de prolonger la contractualisation ne présage en rien d'une meilleure exécution financière des prochains CPER. Aussi, Monsieur le Ministre, quelles garanties pouvez-vous nous fournir pour les prochains contrats? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Bonsoir Madame la Présidente, bonsoir à tous. Madame la députée, au titre des transports, vous le savez, les opérations CPER à l'échelle nationale représentent, après revoyure en 2016 et 2017, et tout cofinanceurs confondus, près de 24 milliards d'euros, dont 7,2 milliards d'euros financés par l'État. Et le taux d'engagement national des CPER fin 2019 pour les crédits État est de 52,5%, vous l'avez dit. Toutefois, effectivement, les disparités existent entre les régions, du fait notamment des différences de maturité des projets proposés au financement ou de la réorientation des crédits en cours d'exécution. Je partage évidemment votre préoccupation pour qu'un maximum de projets puissent se concrétiser sur les territoires. C'est pourquoi, à ma demande, la prolongation des actuels CPER jusqu'en 2022, à la demande des régions d'ailleurs, s'accompagne de la possibilité de redéployer des crédits au sein des CPER vers des opérations qui sont plus mûres ou plus immédiates. Et par ailleurs, la promulgation de la LOM et le projet de loi 3D ouvrent de nouvelles perspectives dans les priorités retenues par l'État en matière d'investissement et dans le partage des responsabilités en matière de mobilité. Ce cadre trouvera à se stabiliser d'ici 2021 au travers notamment des principaux textes d'application de la LOM et des documents stratégiques qu'elle prévoit, des démarches spécifiques en cours entre l'État et les régions, dont la préparation du plan d'action par région résultant de la mission Philiso, peut-être que j'y reviendrai un peu plus tard à l'occasion de vos questions, et enfin des résultats des concertations territoriales engagées dans le cadre du projet 3D en matière de transfert et de délégation de compétences d'infrastructure. Tous ces éléments seront bien sûr pris en compte dans la future contractualisation mobilité qui prendra le relais des CPER fin 2022. Merci, Monsieur le ministre. Madame Pinel, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Puisque j'avais deux questions pour mon groupe en remplacement de Philippe Vigier, je souhaite vous interroger sur la ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse, qui est un projet structurant, essentiel à l'attractivité et au dynamisme de la région Occitanie. Je rappelle que Toulouse est la seule grande métropole à ne pas bénéficier d'une LGV. Cette ligne grande vitesse est indispensable pour faciliter la mobilité de nos concitoyens et desservir notre territoire sans bien sûr les opposer au train du quotidien. Ce projet, vous le savez, traverse 33 communes de mon département sur 70 km de tracé. Aussi, je souhaiterais avoir des réponses claires et précises à 3 questions. Pouvez-vous me confirmer le calendrier des études, des travaux et la mise en service de l'itinéraire Toulouse-Bordeaux? S'agissant du financement, l'article 4 de la loi d'orientation des mobilités permet la création de sociétés dédiées au financement d'infrastructures de transport. La région Occitanie est particulièrement proactive sur le sujet et a largement contribué à faire émerger ces montages financiers.
Pouvez-vous m'indiquer si les délais prévus par la loi LOM seront respectés et quelles en sont les modalités? Il convient de donner de la visibilité aux collectivités territoriales concernées. Ensuite, je voudrais vous interroger sur la situation des riverains impactés par le tracé. Depuis 2005, depuis le début du débat public, de nombreuses familles vivent dans l'incertitude sur leur avenir personnel ou sur celui de leur activité économique. Il est important d'apporter des réponses claires à ces personnes. Nous avons des problèmes très concrets de succession, d'aliénation, de travaux, puisqu'il y a un gel sur ces parcelles, d'où la nécessité de poursuivre les acquisitions foncières anticipées. Une nouvelle convention de financement est nécessaire. Un investissement de l'État à parité avec celui des collectivités est attendu pour poursuivre cette action foncière. Quelle est votre position, Monsieur le Ministre, sur cette question très attendue en Tarn-et-Garonne? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la députée Pinel. Vous avez eu raison de rappeler le caractère tout à fait structurant du projet entre Bordeaux et Toulouse. Peut-être pour préciser que ce projet n'avait pas été inclus dans les programmations précédentes, et notamment celle de la commission Mobilité 21. Dire que dans la LOM, il est prévu que les études soient réalisées de façon complète pour la période ou pendant la période 2023-2027. Vous avez fait référence à l'article 4 de la LOM. Effectivement, les projets, en tout cas, la LOM prévoit par voie d'ordonnance la mise en place d'établissements publics locaux, de sociétés de projets pour ces grandes infrastructures, et ces ordonnances seront prises dans les 24 mois à compter de la promulgation de la loi qui s'est placée en décembre dernier. Il est évident que pour bénéficier d'un tel projet, la définition d'un plan de financement robuste et partagé est une condition essentielle, dans la mesure aussi où ces dispositifs ont vocation à générer des prélèvements obligatoires et dont le calibrage et l'acceptabilité locale doivent être évidemment au rendez-vous. À court terme, vous l'avez dit, les besoins sont sensibles et des opérations de désaturation des nœuds de Bordeaux et de Toulouse apparaissent indispensables, raison pour laquelle dès 2020 l'État sera au rendez-vous en mobilisant plus de 31 millions d'euros d'engagements financés au travers de l'AFIT pour améliorer le fonctionnement de l'étoile ferroviaire de Toulouse, incluant l'engagement des études de niveau projet sur les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse. Sur la deuxième partie de votre question sur les acquisitions foncières, je pense que je vous ferai une réponse écrite plus complète que ces écritures que je n'arrive pas à lire. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Yannick Favennec-Becquot, au nom du groupe Liberté et Territoires. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous considérez, je vous cite, que le réseau doit être le pivot du système ferroviaire. Pourtant, trop souvent, ce réseau est déficitaire quand il n'est pas inexistant. Et vous me permettrez d'avoir une pensée pour la petite ligne ferroviaire qui reliait Laval à Mayenne, dans mon département de la Mayenne. En dépit d'une mobilisation continue des Mayennais, elle n'a jamais été rouverte dans ce département rural et pourtant soucieux d'une mobilité plus durable. La qualité du réseau laisse, elle aussi, à désirer. En janvier 2019, SNCF Réseau indiquait que seuls 29% des lignes régionales étaient jugées en bon état, tandis que plus de la moitié étaient touchées par des ralentissements, voire par une suspension de service. Aussi, la remise en état du réseau ferré constitue un enjeu prioritaire. Pourtant, nous attendons toujours le rapport Philizot censé répertorier les besoins de chaque ligne, irriguant les régions françaises. Si, comme vous avez pu le dire, Monsieur le ministre, vous estimez, là encore je vous cite, que le temps des rapports est passé et qu'il est nécessaire de mettre en place de véritables plans d'action, je crois, au contraire, que les rapports sont un préalable indispensable pour éclairer la décision publique, pour savoir où investir et comment accompagner la renaissance de certaines petites lignes. Quant au plan d'action, il devrait permettre, suite à une concertation entre l'État, la SNCF et les régions, de trouver des solutions innovantes afin de sauvegarder les petites lignes ferroviaires, et ce, avant le 15 février. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer cette échéance? Par ailleurs, vous parlez d'un budget à plusieurs milliards d'euros. Pouvez-vous nous indiquer quels financements sont attendus pour les petites lignes? Les TER sont aujourd'hui majoritairement couverts par la subvention des régions à hauteur de plus de 3 milliards d'euros et par les voyageurs à hauteur d'1 milliard d'euros. Alors, Monsieur le ministre, quel sera l'équilibre retenu dans ces nouveaux plans? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Beaucoup de questions. D'abord, des points de constat et de partage sur la vétusté du réseau, sur quelque part le cercle vicieux qui s'était engagé depuis de nombreuses années et sur lequel, je crois, ici, tout le monde convient qu'il faut y mettre un terme et trouver les voies non seulement de la régénération et des solutions innovantes. Peut-être pour faire un point sur cette mission Philiso, que d'ailleurs j'avais demandé comme député, donc je suis tout à fait à l'aise avec ce sujet, dont j'avais reçu l'avant-projet au ministère lors de ma nomination. Et j'avais alors demandé au préfet Philiso de repartir au contact des régions pour construire avec elles un plan concerté qui visera effectivement de façon partenariale avec SNCF Réseau, avec les régions et avec l'État, à définir à la fois le bon niveau d'entretien et de régénération, évidemment les clés de financement, et d'instiller ou en tout cas de permettre, quand cela est possible, et d'ailleurs tirant pleinement parti des dispositions de la LOM, notamment pour les solutions innovantes, d'engager ces actions. Ces plans sont aujourd'hui quasiment complétés. J'avais parlé de la date du 15 février, nous sommes effectivement à quelques semaines de cela, mais j'essaierai ardemment de tenir ce timing avec les régions qui sont les plus prêtes pour le faire. Nous avons encore pour être complètement honnête, quelques discussions avec certaines d'entre elles, mais je confirme effectivement que ces travaux seront de grande ampleur, menés en partenariat avec elles, et j'avais affiché le chiffre qui avait été d'ailleurs public de 7 milliards d'euros de besoins avant optimisation industrielle, avant exploitation des dispositions de la LOM, mais nous sommes effectivement face à des chiffres tout à fait considérables qui, quelque part, témoignent de l'effort à faire de façon partenariale pour régénérer l'ensemble des petites lignes. Alors vous citiez la ligne Laval-Mayenne qui, vous l'avez dit, a été interrompue depuis le début des années 70 et qui peut-être fera l'objet d'un examen dès lors que les collectivités en feront la demande et dès lors que l'analyse sur le plan socio-économique sera faite. Voilà, en quelques mots, les éléments de précision que je voulais vous apporter. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Hubert Wulfranc, au nom du groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Merci. Excusez-moi, Monsieur le Ministre, une question récurrente en matière de réseau ferroviaire à la suite de mon collègue. Effectivement, vous avez indiqué il y a moins d'un mois ce projet de pacte, de plan d'action concerné qui serait signé de manière imminente désormais pour décider de l'avenir des petites lignes de train. Et au-delà du fait que cela découle d'un rapport qui n'a pas donné lieu à débat dans l'hémicycle, c'est au simple titre donc de ce qui est paru dans la presse, effectivement, que porteront mes questions. Vous avez indiqué donc effectivement un plan, comme notre collègue vient de l'indiquer, de plusieurs milliards d'euros à destination de la préservation du maximum de petites lignes. Ces dernières, était-il indiqué, seraient classées en 3 catégories. Les lignes structurantes pour le territoire, les lignes déjà en prévision de rénovation dans le cadre des actuels contrats de plan État-région et les autres, dont le sort sera décidé par les régions. Alors, au vu des enjeux, pourriez-vous nous préciser ces informations, à savoir quelle estimation plus fine, à quel niveau plus fin renvoie ces plusieurs milliards d'euros. En second lieu, sur les 9000 km de lignes, comment, grosso modo, se classent dans chacune des catégories retenues les kilomètres en question, sur les 9000 concernés. Les autres lignes dont le sort est laissé à l'appréciation régionale peuvent-elles être intéressées financièrement au PAC assigné avant le 15-02. Et enfin, ces plans d'action régionaux étant signés donc de manière imminente, quelles sont les régions matures et volontaires qui vont signer et bien évidemment à partir de quelles clés de répartition? Merci Monsieur Wulfranc. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Wulfranc. Alors, beaucoup de questions. Peut-être pour répondre de façon un peu séquentielle. J'avais dit 7 milliards d'euros pour le volume avant optimisation industrielle. En l'état, il resterait à peu près 6,2 milliards d'euros à financer, ce qui est, vous en conviendrez, considérable. J'aurai l'occasion de façon plus précise, puisque je suis invité au sein de la Commission développement durable à venir dans les 15 jours vous présenter
ou vous donner en tout cas des données un petit peu plus précises. Vous avez parfaitement rappelé la typologie des lignes, les lignes les plus fréquentées, les lignes faisant l'objet d'un cofinancement CPER et les lignes qui pourraient faire l'objet demain à la demande des régions de solutions innovantes du type train léger. Nous aurons un peu plus tard Madame Oconi qui viendra nous rejoindre et sur la ligne Tourloche qui se prêterait parfaitement à la demande des régions, construit avec elles. Donc, ce que je retiens des discussions que nous avons pu avoir avec les collectivités, c'est que bien souvent, la demande est d'avoir une solution ferroviaire. Il y a des façons différentes de faire des solutions ferroviaires sur des lignes qui sont peu fréquentées, mais c'est ce qui s'est exprimé de façon très large. Sur la clé de répartition, très rapidement, en investissement et sur les lignes CPER, vous savez que la clé actuellement en investissement est de 60-40, 60 régions, 40 l'État plus réseau. Quand on prend l'investissement et l'exploitation cumulée, ce qui est quand même ce qui rend compte un peu de l'action de chacun, on est dans un ratio inverse, 40% pour l'État, 40% pour la région et 60% à peu près pour l'État et réseau. Et ces clés a vocation à perdurer pour le plan d'action concerté que nous aurons l'occasion d'évaluer ou d'étudier ensemble. Ce n'est pas un débat. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Bertrand Pancher, au nom du groupe Liberté et Territoires. Voilà, Monsieur le Ministre. Je souhaiterais faire le point avec vous ce soir sur le budget de notre agence de financement des infrastructures de transport. Le PLF 2020, vous le savez, a marqué un infléchissement positif dans le renflouement de ce budget à hauteur de 500 millions d'euros par an par l'augmentation des ressources issues de la TICPE et donc par la hausse de la taxe de solidarité des billets d'avion et la taxe d'aménagement du territoire. Tout ça est très bien, nous en félicitons. Au vu de la trajectoire telle qu'actuellement déclenchée, nous serions passés entre 2018 et 2022 de 9,5 milliards d'euros à 13,5 milliards d'euros. On se félicite évidemment que le budget de l'AFIT, notre agence d'infrastructure de transport, atteigne à présent les 2,7 milliards d'euros par an, mais force est de constater que pour réaliser les objectifs tels que contenus par le scénario 2 du comité d'orientation des infrastructures, le compte n'y est toujours pas. Il manque, pour y faire parvenir, encore environ 500 millions d'euros par an. C'est ce que nous disent tous les experts et toutes les collectivités qui suivent ce dossier. Le scénario numéro 2, rappelons-le, n'est pas la panacée, mais doit permettre de réaliser les rénovations et la régénération indispensable de notre réseau existant et d'avancer sur de nouveaux projets importants pour l'avenir de nos territoires. Donc un certain nombre de questions se posent. On me dit que peut-être finalement vous seriez en passe de trouver les 500 millions d'euros supplémentaires chaque année. Est-ce que c'est confirmé? Si c'est le cas, par quel montage financier? Si ce n'est pas le cas, les 3 milliards d'euros annuels ne seront pas atteints et par conséquent, quel projet du scénario 2 du comité d'orientation des infrastructures allez-vous devoir différer ou à minima retarder? Seconde question, quels que soient ces financements, il manque encore 1,1 milliard d'euros que l'AFIT doit verser pour le canal Seine-Nord. Quid donc de la montée de ce financement et de la montée aussi en régime indispensable de la régénération ferroviaire et routière qui n'est pas prise en compte dans le cadre du budget de l'AFIT. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Là encore, Monsieur le député, un certain nombre de questions dont nous avons eu l'occasion de débattre au moment de la LOM, puisque vous savez que sur la base des travaux du COI, auxquels vous avez participé, une trajectoire a été construite, 13,4 milliards. C'était effectivement un peu en dessous des 14,7 milliards sur le scénario 2 original. Mais je le redis ici, ce qui a été voté dans la LOM et donc les ouvrages, les objets d'infrastructures qui représentent 13,4 milliards sur le quinquennat seront évidemment financés comme cela avait été... comme la ministre à l'époque en avait pris l'engagement. Vous saviez que le reliquat, en tout cas le delta de financement qui manquait à l'époque 380 millions d'euros, avait été comblé par les 2 centimes d'une part et par la taxe sur les billets d'avion d'autre part. Et donc cet engagement de la même façon sera tenu sur l'ensemble du quinquennat. Et s'agissant du canal Seine-Nord, je vous renvoie à la lettre du Premier ministre du 17 décembre dernier qui a dit que ce financement se ferait en plus et donc ne toucherait pas à la trajectoire de l'AFIT qui est donc sécurisée. Nous aurons l'occasion de redébattre en détail des ressources à l'occasion du PLF 2021 qui est certes un peu loin maintenant mais qui apportera toute la clarté sur cette question. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur François Ruffin, au nom du groupe La France Insoumise. Oui, bonsoir Monsieur le Ministre. Les tarifs des péages autoroutiers vont augmenter d'environ 1% cette année, c'est-à-dire que c'est
un cadeau d'environ 100 millions pour Vinci et compagnie. Un cadeau qui s'ajoute à d'autres cadeaux, puisque dès le bradage en 2005 de ces tronçons autoroutiers, on a eu une sous-évaluation d'après la Cour des comptes à hauteur de 10 milliards d'euros. Ce qui a permis, depuis des années, de délivrer des dividendes comme une rente. Et ce n'est pas moi qui parle de rente, ce sont à nouveau des rapports officiels qui disent que voilà, il va y avoir au moins 20 milliards de plus de dégagés en dividendes que ce qui était attendu. Donc, pourquoi, vous allez me répondre, je vous ai entendu à la radio, parce qu'il y a eu un pacte, vous appelez pas ça comme ça, mais il y a eu un pacte secret qui a été conclu à l'époque entre Ségolène Royal, Emmanuel Macron et ces sociétés d'autoroutes, qui disaient que, bon, en échange d'un allongement de la durée des concessions et il y aurait le droit de faire une augmentation des tarifs de péage à partir de 2019, on va y être, et de quelques investissements. Mais c'est là où je voudrais soulever une chose, c'est que ces investissements, d'après l'ARAFER, l'autorité de régulation, elle a dénoncé le fait que sur 53 opérations de ce plan, un tiers des travaux sont inutiles. Et que pour 41% des investissements, le coût des travaux est surévalué de 30%. Vous qui souhaitiez la nationalisation des sociétés d'autoroutes comme député, on ne l'a pas oublié, est-ce que là, au moins, vous n'avez pas un levier d'action, sinon pour les nationaliser, du moins pour les sanctionner et faire que, à la place de leur octroyer une rente supplémentaire en s'alignant sur des hausses de tarifs à chaque année, eh bien on puisse les taper au portefeuille en les sanctionnant sur ces travaux. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Ruffin. Nous avons déjà eu ce débat à plusieurs reprises, y compris ici. J'avais non pas parlé de pacte secret, mais bien de respect des contrats dans un état de droit. Et d'ailleurs, ce contrat, ils n'ont pas été noués pour la plupart en 2015. Ils sont anciens. Les concessions autoroutières, elles ont commencé au milieu des années 60. Et le calcul pour calculer le niveau d'inflation annuel, il est connu, il est public. Il s'appuie notamment sur l'inflation à hauteur de 0,7% de l'inflation. Sur le sujet de l'avenir des autoroutes, vous avez raison de dire que j'avais tenu les positions comme député qui n'ont pas changé. J'ai toujours dit qu'effectivement les premières concessions arrivaient à échéance en 2031, qu'il y aurait donc un futur à construire et que finalement 2031 c'est bientôt. Et je vous confirme qu'il y a un travail en cours au ministère à ce sujet. Je reviendrai m'en expliquer devant vous quand vous le souhaitez. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Oui, vous n'avez pas répondu à ma question, Monsieur le ministre, qui se centrait sur le rapport de l'ARAFER, qui disent que les travaux qui étaient dans ce pacte confidentiel, à tout le moins, ont été pour la plupart inutiles, pour beaucoup inutiles, ou avec des coûts surévalués. Est-ce que là, vous n'avez pas un levier pour les sanctionner et aller, plutôt que de leur accorder un relèvement de la rente? Ce n'était pas ma question, je faisais juste un droit de suite. Et d'ailleurs, ça sera un deuxième droit de suite. Dans Sud-Ouest, là, il y a un papier qui est paru sur les agents de la direction indépendantale des routes atlantiques qui se sont mis en grève. Pourquoi ? Pour s'opposer notamment à la destruction du service public des routes et à la privatisation des routes nationales. Ça nous ramène au débat de cet automne où je vous demandais la possibilité de consulter le rapport Rapoport-Roche qui prévoit, semble-t-il, la privatisation d'une part des routes nationales. Ce rapport ne m'est pas parvenu, je ne pense pas qu'il soit parvenu non plus à mes collègues, et donc vu que des mois se sont écoulés, je le réclame à nouveau pour savoir s'il figure bien, comme le mentionne dans France Info, de prévoir que dedans, il y aura 10 000 km de réseau routier en France qui seront livrés aux concessionnaires autoroutiers, c'est-à-dire aux mêmes à qui on a déjà fait un cadeau il y a un paquet d'années. Plus largement, que vont devenir les routes nationales? Est-ce que ça sera un nouveau cadeau à Vinci? Mais je ne voudrais pas oublier le rapport de l'ARAFER que je mentionnais. Merci, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Sur le sujet, j'avais aussi eu l'occasion de répondre très précisément et de donner une réponse politique, puisque ce rapport technique, effectivement, il avait été produit, il était un support à une décision politique. J'avais précisé, quand vous parlez de privatisation, qu'il n'y aurait pas de transfert systématique du réseau routier national, et donc il n'y aurait pas de privatisation. Il y a des demandes très localisées sur des kilomètres, ou en tout cas des volumes très faibles, de collectivités
qui donneront lieu à un traitement particulier, mais il n'y a pas de projet gouvernemental de transfert systématique, de décentralisation systématique ou de privatisation encore moins du réseau routier national. S'agissant du rapport en lui-même, je vais faire la recherche des courriers dans mes services, mais il n'y a pas de raison qu'il ne vous soit pas fourni, donc je m'engage ici à vous le transmettre. Et le rapport Rapaport. Monsieur le ministre, poursuivez votre développement. C'est un dialogue que nous poursuivrons en dehors, mais aucun problème pour parler effectivement du rapport de l'ARAFER. En l'état, sur le rapport Rapoport sur lequel porte votre question, je vous confirme qu'il n'y a pas de raison, à ce que je ne vous le fournisse pas. Voilà. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Paul Dufrègne, au nom du groupe Gauche démocrate et républicaine. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, la question des infrastructures de transport est une question primordiale et certains dossiers comme la sécurité de nos routes ou leur financement reviennent sans cesse sur le devant de la scène, ou plutôt, je devrais dire, ne sont jamais totalement réglés. En ce qui me concerne, je vais aujourd'hui aborder le sujet de la RCEA et de la RN7, deux routes nationales essentielles qui se croisent dans mon département, un sujet local d'intérêt national. La route Centre-Europe-Atlantique RCEA, aussi surnommée la route de la mort, un tronçon de cet axe routier tristement célèbre, passe dans ma circonscription. Pendant des années, les accidents se sont multipliés et ont arraché la vie à des dizaines de personnes. Afin d'accélérer sa mise à 2 fois 2 voies, les élus, toutes sensibilités confondues, ont accepté le principe d'une mise à 2 fois 2 voies pour la partie alliée par concession autoroutière. Le contrat doit être signé prochainement avec la société attributaire Eiffage SA et AP2R. Les travaux d'une durée de 18 mois vont être engagés rapidement. L'une des conditions d'acceptation de la mise à 2 fois 2 voies par concession autoroutière était que les crédits ainsi économisés par l'État soient concentrés sur l'aménagement à 2 fois 2 voies de la RN7. Le contournement de Villeneuve-sur-Allier vient d'être mis en service, mais il reste à réaliser le barreau de Trovol pour rejoindre l'échangeur RN7 RCEA, pris en compte dans la concession, ainsi que le contournement de Bessay-sur-Allier. À ce jour, rien n'est programmé. Je voudrais savoir où en sont véritablement les études et quelle programmation est envisagée. L'État doit tenir ses engagements et accélérer le processus. Tout le monde s'accorde à dire que ça n'a que trop duré. Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser vos intentions sur cet axe important pour rassurer les élus et les habitants de l'Allier ? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Dufrègne, je vais essayer de répondre succinctement à l'ensemble de vos questions. Vous avez rappelé la nécessité d'aménager à 2 fois 2 voies la route RN7 dans les départements de Loire et de l'Allier, qui répond évidemment à des enjeux importants de sécurité des usagers et des riverains sur un axe à fort trafic d'échange et de transit. Et il s'agit notamment dans la Loire de la section Les Baraques, les Tuileries, et dans l'Allier sur les sections RCEA, Bessay Sud, la section nord de la déviation de Varennes et le barreau de Trévol. À l'heure actuelle, vous le savez, l'aménagement à 2 fois 2 voies de la RN7 se poursuit dans l'Allier, et au CPER actuel sont inscrits 54 millions d'euros pour l'aménagement de l'itinéraire, presque intégralement porté par l'État pour le seul département de l'Allier. La programmation budgétaire 2020 a notamment retenu une enveloppe de 900 000 euros, dont 256 000 en par État, pour la poursuite des études de la déviation de Bessay-sur-Allier, et 50 000 euros pour le barreau de Trévol. Ces études permettront, comme dans le cas de la Loire, la prise en compte de ces projets dans les réflexions sur la prochaine contractualisation. Et enfin, sur ce sujet, une enveloppe de 5,5 millions d'euros, versée à 100% par l'État, est prévue pour la fin des travaux de déviation de Villeneuve-sur-Allier, en vue de sa mise en service complète en 2020. Sur la RCEA, je reprécise ici que 45 millions d'euros sont sanctuarisés dans la trajectoire AFIT et que le contrat de concession que vous avez évoqué sera bien signé dans les prochains mois. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Bérangère Abba, au nom du groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, fin novembre 2019, quelques jours après l'adoption définitive de la loi d'orientation des mobilités, vous étiez dans la Somme avec le Président de la République pour signer une convention de financement actant l'engagement de l'État dans le projet de canal Seine-Nord-Europe aux côtés de l'Union européenne et des collectivités. Ce projet de canal qui reliera les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit du nord de l'Europe se chiffre à 5 milliards d'euros, dont 2 milliards apportés par l'Union européenne, 2 milliards des collectivités, en l'occurrence les régions Hauts-de-France et Île-de-France, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Oise et de la Somme. L'État prévoyant d'y contribuer pour un peu plus d'1 milliard d'euros via l'AFIT, l'Agence de financement des infrastructures de transport.
La loi d'orientation des mobilités promulguée le 26 décembre porte des investissements sans précédent, une enveloppe de 13,7 milliards d'euros entre 2019 et 2023 qui sera portée à 14,3 milliards pour la période 2023-2027. Cependant, cette programmation ne comprend pas le financement par l'État du canal Seine-Nord Europe dont la mise en service est prévue en 2028. Alors nous avons, lors du débat budgétaire, pu dégager de nouvelles ressources pour l'AFITF en augmentant la taxe de solidarité sur les billets d'avion, dite taxe Chirac, et en réduisant de 2 centimes d'euros le remboursement partiel de TICPE au transport routier, pour sécuriser le financement de la programmation telle qu'elle est prévue dans le cadre de la LOM par le Conseil d'orientation des infrastructures. Alors si les ressources de l'AFITF inscrites à la loi de finances 2020 sont bien conformes à ses besoins définis dans la LOM, celles des années ultérieures, notamment pour la période de 2022-2026, devront intégrer cette nouvelle dépense pour tenir compte de cet engagement. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous préciser quelles sont les pistes de financement pour doter l'AFITF des ressources nécessaires? Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Abba, j'avais commencé à ébaucher une réponse au député Pancher, simplement pour repréciser, vous l'avez dit, que le coût de ce projet est bien fixé à 5,1 milliards d'euros, que 2,1 milliards sont portés par l'Union européenne, et 1,1 milliard est 1,1 milliard collectivités territoriales, et puis 840 millions d'euros mobilisés au travers de ce qu'on appelle un emprunt de bouclage garanti par les collectivités. Je vous confirme à nouveau que la contribution de l'AFITF sera assurée en complément de la trajectoire définie par la LOM. Le Premier ministre s'y est engagé dans un courrier le 17 décembre dernier, et les ressources budgétaires permettront de couvrir ce financement additionnel seront définies en 2020 par les ministères financiers pour de premières dépenses en 2021 au travers de la loi de finances. Je vous confirme que ces travaux sont en cours, et sachez par ailleurs que le transfert de la société du canal Seine-Nord Europe aux collectivités locales, comme elles en ont fait la demande, s'inscrit dans cet équilibre général et relève d'une démarche de confiance. La LOM, qui sera complétée par un décret en Conseil d'État en cours d'élaboration, permettra cette transformation au 1er avril 2020. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Nathalie Sarl, au nom du groupe Les Républiques En Marche. Oui. Pardon, je vous remercie. Oui, Monsieur le Ministre, moi je voudrais du coup revenir sur la suite, en fait. Je vais faire la suite de la question qu'a posée mon collègue Jean-Paul Dufresne, puisque nous sommes liés, lui et moi, par un axe structurant qui est la RN7. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement, cette RN7, elle traverse l'Allier, elle traverse la Nièvre, elle traverse la Loire. Et vous savez combien ces axes d'infrastructure sont indispensables, sont un levier indispensable au développement économique, industriel et artisanal de nos territoires. Pour moi, il reste, donc vous le savez, la RN7, c'est un axe majeur d'aménagement du territoire de notre pays, et seulement 70% donc, de l'itinéraire entre l'A77 et l'A89 a été aménagé en 2 fois 2 voies. Vous l'avez dit, tous les travaux qui ont été faits au préalable, on avait un enjeu de sincérité, et ils permettaient aussi de ressortir des dossiers qui traînaient dans les tiroirs depuis, et sur lesquels il y avait des promesses depuis une trentaine d'années. Moi, ma question, elle est peut-être un petit peu technique, mais ce que je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, c'est comment vont être traités, vous avez dit qu'il y allait avoir un CPER 2020-2025, et ensuite un contrat ad hoc qui serait dissocié de ce CPER pour les infrastructures à partir de 2023. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment vont être traitées les études préalables aux travaux avant 2023, c'est-à-dire entre aujourd'hui et 2023. Si on reporte encore au prochain CPER, on perd encore 10 ans. Aussi, comment rassurer sur l'articulation entre les études préalables, et j'entends aussi les études archéologiques, puis ensuite l'inscription au contrat en 2023, et quelles instructions ont été données de la part du ministère au préfet de région, pour mener à bien ces études préalables nécessaires ensuite à l'inscription au contrat en 2023. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Sarl, pour être très clair, donc vous savez que les CPR 2015-2020 sont prolongés de 2 ans pour se terminer en 2022, que dans ce cadre, les études qui sont prévues sur la RN7 font partie notamment de l'avenant qui couvre 2022, et que les travaux se situeront dans la prochaine période de contractualisation à compter de 2023, dont le cadre fait l'objet dès cette année d'un premier échange avec les régions en marge de la négociation des autres volets du CPER. L'aménagement de cet axe en 2 fois 2 voies RN7 RN82 doit par conséquent être poursuivi dans ce cadre nouveau, et l'objectif à terme d'un aménagement complet à 2 fois 2 voies de la RN7
entre les autoroutes A77 et A89 reste une volonté réaffirmée par l'État. Nous avions eu l'occasion d'en débattre assez longuement en commission, notamment pour des raisons, nous l'avons dit juste avant, de sécurité des usagers et des riverains, sur un axe supportant évidemment un fort trafic d'échange et de transit, dont de nombreux poids lourds. Dans ce cadre, j'ai eu l'occasion de le dire, l'analyse de l'ensemble de l'itinéraire a conduit à identifier 4 sections prioritaires pour une prochaine contractualisation. Il s'agit dans la Loire de la section Les Baraques, les Tuileries et dans l'Allier des sections RCE ABC Sud, la section nord de la déviation de Varennes et du barreau de Trévols. Je souligne que pour permettre la tenue de l'ensemble de ces objectifs, la programmation budgétaire de 2020 a retenu un financement de 250 000 € pour les études de la section Les Tuileries, les Baraques et que de la même manière, 950 000 € ont été mis en place pour les opérations dans l'Allier. Ainsi, l'État assure la continuité entre les études et les travaux sur cet axe. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pascal Lavergne, au nom du groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, les infrastructures de transport irriguent notre territoire. C'est une phrase simple, oui, mais aux enjeux majeurs. Aux enjeux majeurs car les infrastructures de transport concernent tout le monde. Tout le monde prend le train, la voiture ou même l'avion. Signe que les transports et leur financement sont au cœur de nos préoccupations. Preuve, s'il en faut, un titre entier dans la loi mobilité est consacré à la programmation et au financement des investissements dans les transports, dont l'ambition est de donner de la visibilité sur la programmation des investissements par l'État sur les 10 prochaines années. Vous le savez, vous étiez à nos côtés, Monsieur le Ministre. Fin 2019, j'ai personnellement rencontré les présidents de l'Organisation des transports routiers européens de la Gironde, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et du Poitou-Charentes. Au-delà des revendications bien connues de la profession, ils ont fait preuve d'un esprit constructif. Les échanges ont été courtois, intelligents, intéressants. Et nous avons échangé sur la possibilité de mettre à contribution les camions étrangers pour financer les infrastructures et la transition énergétique, mais aussi la façon dont nous pouvons mieux associer les territoires en ce qui concerne les infrastructures routières. En effet, certains territoires subissent un trafic important de poids lourds en transit notamment, qui dégrade les infrastructures et le cadre de vie des habitants. La loi relative à la collectivité européenne Alsace a transféré au niveau routier national à cette collectivité et habilité le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures mettant à contribution le trafic routier de marchandises. Pourriez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, quelles sont vos intentions à ce sujet et comment de telles dispositions pourraient être envisagées sur d'autres territoires? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, d'abord peut-être redire que s'agissant des 2 centimes de TICPE, cette mesure avait été prise pour sécuriser la trajectoire de l'AFIT et donc le financement de la loi des mobilités. Dire que j'ai évidemment eu l'occasion beaucoup de débattre avec les organisations patronales notamment, mais pas que, des transporteurs routiers qui sont aujourd'hui à la recherche d'une stabilité dans leurs finances qui sont par ailleurs parfois fragiles et que nous allons mettre en place avec eux un contrat de transition énergétique pour les aider aussi à faire cette transition nécessaire. Dans le sujet qui nous intéresse, vous l'avez rappelé, le gouvernement avait souhaité tenir compte des spécificités locales justifiant de dispositions particulières. Il en est ainsi pour l'Alsace qui subit un report de trafic important depuis l'A5 allemande et une taxe sur le trafic des poids lourds qui déroute les véhicules vers la France. Dans ce cadre de la loi, en tout cas dans le cadre de la loi du 2 août 2019 relatif aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace, le Parlement a transféré à cette collectivité les routes nationales et les autoroutes non concédées situées sur son territoire et la loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures mettant à contribution le trafic routier de marchandises ainsi afin que la collectivité entretienne ces infrastructures qui relèvent de sa responsabilité en 2021. Les études avec les départements alsaciens à ce sujet sont en cours afin que puisse être élaboré le dispositif le plus adapté à cette situation locale. Et en parallèle, évidemment, le gouvernement est à l'écoute des attentes qui pourraient se manifester sur cette question dans d'autres territoires. Et la concertation conduite par Madame la ministre Jacqueline Gourault dans le cadre du projet de loi 3D est l'occasion, à mon sens, de les recenser. Le gouvernement pourra ensuite examiner quelles sont les suites adaptées à donner aux remontées du terrain. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Frédérique Lardet, au nom du groupe La République En Marche. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, le trafic routier, qui représente 65% des déplacements dans les grandes agglomérations françaises, est responsable de nombreuses nuisances. Perte de temps due à la congestion, émissions de dioxyde de carbone, pollution de l'air, accidents de la route.
Une tarification équitable de l'usage de la voiture dans les centres urbains, dès lors qu'une offre alternative de transport collectif existe, apporterait de nouveaux leviers d'action pour les collectivités face à ces problématiques et permettrait de dégager des ressources pour le développement et l'entretien des infrastructures. À Londres comme à Stockholm, des péages urbains ont été mis en place dans les années 2000 pour réduire la circulation automobile dans des centres engorgés. Les recettes annuelles, près de 190 millions d'euros à Londres, 90 millions d'euros à Stockholm, ont été prioritairement affectées à l'amélioration des transports en commun, voués à accueillir le report du trafic engendré par sa mise en place. Stockholm, par exemple, les utilise également de plus en plus pour financer des infrastructures routières, de sorte que les automobilistes puissent également bénéficier de retombées positives de ce système. Les péages urbains de Londres et de Stockholm font désormais largement consensus, alors qu'elles étaient très contestées à l'origine. En France, notre Code général des impôts nous autorise la mise en place de l'expérimentation des péages urbains, introduite par la loi Grenelle II. Cependant, celle-ci est inapplicable en l'état, car l'article limite à 3 ans la possibilité d'une telle expérimentation, tandis qu'il en faudrait 8 pour rentabiliser les équipements nécessaires. Monsieur le ministre, comment, dans un tel contexte social et politique, pourrions-nous relancer cette expérimentation et convaincre les collectivités des importantes retombées à la fois écologiques et financières, mais aussi en termes de mobilité et de qualité de vie, afin qu'elles s'en saisissent ? Plus largement, quelles autres sources de financement pourrions-nous envisager et quelles autres alternatives, innovations sont envisagées pour répondre aux problèmes de congestion en centre-ville ? Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Lardet. Vous avez raison de rappeler tous les exemples qui existent en Europe et au-delà. Vous savez que ce sujet a été très largement évoqué au moment des assises de la mobilité, notamment dans le groupe 6, et que des concertations approfondies avaient été menées avec un certain nombre de territoires qui, à ce moment-là, avaient émis, en tout cas montré leur intérêt, et que pour autant, aucune métropole, aucune agglomération, ni aucune association d'élus ne s'était positionnée, in fine, en faveur d'un tel dispositif, raison pour laquelle le gouvernement en avait pris acte, et pour laquelle le dispositif législatif que vous décrivez très bien n'avait pas été mis en place, à ce jour, en tout cas pas révisé de la façon dont vous le souhaitez. Nous sommes néanmoins à l'écoute des attentes qui pourraient se manifester à nouveau dans le cadre de la concertation conduite par Jacqueline Gourault, je le disais à l'instant, pour le projet de loi 3D, qui sera l'occasion de recenser d'éventuelles demandes et d'y donner suite par la loi. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Marc Souleysy, au nom du groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous le savez, la loi d'orientation des mobilités porte une ambition forte. L'ambition est bien de repenser les déplacements du quotidien à l'échelle des bassins de vie. Pour cela, cette loi consacre le rôle des autorités organisatrices de mobilité dans l'organisation des politiques de transport sur leur territoire. Parmi les outils au service de cette ambition, l'article 4 habilite le gouvernement à créer des établissements publics locaux ayant pour mission le financement d'infrastructures de transport terrestre de grande envergure. La création de ces établissements constitue une demande forte de plusieurs collectivités pour développer, réhabiliter, améliorer leur réseau de transport et, in fine, faciliter les déplacements des citoyens. Je pense tout particulièrement à ma métropole, la métropole Aix-Marseille-Provence, dont le territoire est confronté, et vous le savez parce que vous suivez ce dossier de près, à de nombreux obstacles en matière de mobilité. Un rapport est d'ailleurs demandé au gouvernement sur ce sujet pour le 1er juillet 2020. Ainsi, Monsieur le Ministre, ma question est double. D'une part, quel est l'agenda du gouvernement pour la création de tels établissements et sur quel territoire et surtout suivant quels critères cela se mettra en place? Et puis, deuxième question, comment envisagez-vous les synergies entre l'action des établissements publics qui seront créés et la mise en œuvre de notre programmation qui est ambitieuse, cette programmation pluriannuelle des infrastructures de transport inscrite dans la loi d'orientation des mobilités? Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Souleysy, merci pour votre question. Vous avez raison de rappeler le rôle essentiel désormais dévolu aux autorités organisatrices de la mobilité, et vous avez fait état de l'article 4 qui consacre effectivement les sociétés de projet qui nécessitent un plan de financement robuste et partagé dans la mesure où des ressources locales, qui sont des prélèvements obligatoires locaux, doivent être
doivent être présentés et l'acceptabilité locale doit évidemment en être garantie. Pour répondre peut-être précisément à votre question qui porte sur évidemment le nœud ferroviaire marseillais et puis la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, dire que d'abord le nœud ferroviaire de Marseille fait l'objet d'un cofinancement par l'État tel que prévu par la LOM et que j'aurai à signer dans les semaines qui viennent la décision ministérielle portant sur les phases 1 et 2 de cette ligne nouvelle. Pour avancer de façon extrêmement concrète sur le projet, je vous écrirai ce détail dans les tout prochains jours. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Viry, au nom du groupe Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous savez très bien que les questions de mobilité et de déplacement sont essentielles. Aller et venir au XXIe siècle, c'est la vie quotidienne, c'est le développement économique et la question d'infrastructure est exigeante pour permettre ces déplacements. Et puis je dirais au-delà de tout ça, le pacte républicain implique un aménagement du territoire, implique une égalité des territoires, implique une desserte de tous les territoires. Et j'aurais deux questions à vous poser. La première, elle porte sur le réseau routier des routes nationales. Il y a un audit commandé par votre ministère qui a démontré récemment que les routes nationales, qui ne représentent qu'1% à peu près du réseau de voirie en France, sont néanmoins les plus empruntées et elles sont à 53% endommagées et dégradées. Cela pose une difficulté d'utilisation, une difficulté de sécurité routière pour les usagers. Je voudrais savoir quelle est la vision et quelle est la politique de votre gouvernement et de votre ministère par rapport à l'entretien des routes nationales. Je pourrais évoquer des routes nationales qui traversent le département des Vosges et qui sont effectivement endommagés, qui souffrent par exemple des bornes d'arrêt d'urgence qui ne sont pas entretenues, qui fait qu'à un certain moment, l'usager peut être en difficulté. Ma deuxième question porte sur les infrastructures ferroviaires dans notre pays. On le sait, les lignes TGV ont été budgétairement privilégiées pendant des années. Il n'en demeure pas moins que les lignes ferroviaires régionales sont actuellement en souffrance. Parfois, il faut les fermer. Vous connaissez le dossier de la ligne Épinal-Saint-Dié sur lequel une solution tente à aboutir avec le concours majeur des collectivités territoriales et de la région en particulier. Mon sujet, Monsieur le Ministre, c'est encore dans le cadre de cette exigence républicaine de développement, quid du développement ferroviaire entre la Lorraine Sud et le sud de la France. Il existe un tronçon entre Épinal et Belfort qui est le nœud gordien, qui est la solution pour aboutir à une connexion avec le sud de la France, essentiel pour le développement économique. Je voudrais savoir quelles sont vos priorités, quel est le financement et quel est le calendrier de mise en œuvre de cette ligne ferroviaire. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, 3 questions. J'essaie d'y répondre de façon précise. Vous savez que nous avons débattu au moment de la loi des mobilités de la régénération du réseau qui effectivement est vétuste et pour lesquels les besoins sont importants. Ces ressources sont en augmentation. Elles sont passées de 800 millions l'année dernière à 850 millions d'euros cette année pour la régénération du réseau routier. Et ces moyens sont en augmentation puisqu'ils atteindront 930 millions d'euros d'ici à 2022. S'agissant de la ligne Épinal-Saint-Dié, je crois que j'avais eu l'occasion de vous répondre par écrit, mais il y a 8,5 millions d'euros qui sont consacrés dès 2021 au travers du plan de contre-région. Et l'engagement présidentiel avait été évidemment d'agir très fortement pour cette ligne. Et s'agissant d'Épinal-Belfort, les crédits sont de 5 millions d'euros. Les travaux sont en cours, ce qui nous donne le temps de travailler à sa pérennité plus lointaine. Voilà en quelques mots les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Marie Sermier, au nom du groupe Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous le savez, aucune civilisation ne s'est bâtie sans axe de communication. On reconnaît même le dynamisme d'une société à ses ambitions dans le domaine des infrastructures de transport. Et je peux citer quelques exemples. Ainsi, en Israël, le train à grande vitesse relie maintenant Tel Aviv à Jérusalem depuis décembre dernier. À Londres, 3 nouvelles lignes de métro doivent être livrées dans quelques mois. La Turquie lance un gigantesque chantier naval pour faire un canal parallèle au Bosphore. Vous voyez, partout on avance. Malheureusement, en France, on est loin d'afficher de telles ambitions. Il y a bien des projets stratégiques, mais ceux-ci s'enlisent, souvent dans l'incertitude de leur financement. Le canal Seine-Nord-Europe pour relier Paris au réseau nord fluvial, le dernier tronçon de la branche est du TGV Rhin-Rhône, mais aussi le TGV Bordeaux-Toulouse, le TGV Marseille-Nice, et puis des infrastructures essentielles pour les territoires, telles que la route Centre-Europe-Atlantique. Ces projets verront-ils le jour ?
On n'en sait rien, parce que lorsque nous avons entamé les discussions de la loi d'orientation sur les mobilités, Monsieur le ministre, le groupe Les Républicains vous a alerté sur le manque de financement. L'AFITT aurait besoin de 2 milliards d'euros supplémentaires tous les ans pour financer la réalisation des projets déjà annoncés. L'augmentation de la TICPE, qui représente une cagnotte de 6 milliards d'euros, n'a pas été affectée, comme nous le proposions, au financement des nouvelles infrastructures. Pour le ferroviaire, de nombreuses incertitudes demeurent sur la reprise de la dette de la SNCF. Quant aux sociétés d'autoroutes, elles n'ont pas le droit d'affecter leurs bénéfices à des investissements situés en dehors du périmètre de leur délégation de service public. Et c'est un point d'ailleurs sur lequel j'attire votre attention. Par exemple, dans ma région, en Bourgogne-Franche-Comté, cela permettrait d'étudier la possibilité de reconnecter l'autoroute A39 à la Suisse. Ces grands investissements dans le domaine du transport sont nécessaires pour renforcer l'attractivité économique de la France et accélérer la transition écologique. Ma question, Monsieur le ministre, elle est donc très simple. Comment comptez-vous financer les grands chantiers d'infrastructures nécessaires pour l'avenir durable de notre pays? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Sermier, vous citiez des grands projets à l'étranger. Je pourrais citer des grands projets en France ici. Société du Grand Paris, projet financé, 200 km de lignes nouvelles, 68 nouvelles gares. J'étais à Villejuif samedi dernier où nous inaugurions la nouvelle gare et le croisement de la ligne 14 et de la ligne 15 avec un métro complètement automatique qui fera la rocade extérieure de l'agglomération parisienne. Et donc c'est un projet tout à fait considérable. Nous parlions à l'instant du canal Seine-Nord Europe, ouvrage européen tout à fait considérable. Je confirme que pour la RCEA, c'est 45 millions d'euros par an qui sont consacrés. Et je confirme que la LOM, intégralement financée, et les ressources de l'AFITT, en augmentation d'un demi-milliard d'euros cette année, sont conséquentes et seront de nature à satisfaire un scénario d'infrastructure que nous avons eu à débattre ici et qui, je crois, répond aux besoins des territoires. Sur les lignes nouvelles, je l'ai dit à l'instant, nous aurons des décisions ministérielles sur les différentes phases qui seront prises dans les toutes prochaines semaines et j'aurai l'occasion, sur les autres sujets, de revenir devant vous. Mais je ne crois pas que nous ayons manqué, Monsieur le député, ces derniers temps d'ambition sur le sujet des transports quand je nous compare aux périodes précédentes. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Fabrice Brun, au nom du groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, loi de finances, loi sur les mobilités, rien n'y fait. L'état de notre réseau routier national se dégrade. Sur le terrain, les usagers voient peu d'amélioration alors que les taxes pour rouler ne cessent de grimper. Les Ardéchois vous le disent par ma voix, eux qui attendent impatiemment la sécurisation de la route nationale 102, dans la côte de Mayre, au carrefour de la Fayette, au pont de la Teyre et du Buy-d'Aps, jusqu'à la côte de Ville à Aubenas. Et je vous renvoie d'ailleurs à ce titre à l'étude de l'Adréal de 2013 que vous connaissez désormais parfaitement et qui est restée sans commande politique depuis. Et si ça ne bouge pas dans le seul département de France, 330 000 habitants tout de même, qui ne compte ni autoroute ni train de voyageurs, il est permis d'être inquiet pour l'avenir aussi. Monsieur le ministre, j'aurais 3 questions. Allez-vous enfin répondre par l'affirmative à notre proposition de renforcer le budget de l'AFITT, l'Agence française de transport, en lui affectant 500 millions d'euros de TICPE dans un premier temps, cette taxe sur les carburants que payent tous ceux qui roulent et qui aujourd'hui alimente généreusement le budget général de l'État. Deuxième question, où en est l'idée folle de la technocrature de concéder ou décentraliser le réseau routier national aux départements et aux collectivités territoriales? Soyez conscient, Monsieur le Ministre, que ce serait condamner des territoires déjà fragiles en termes de mobilité. Enfin, je saisis l'occasion pour vous demander à nouveau d'accélérer les travaux en cours du contournement du Teil en raison des dégâts collatéraux du séisme du 11 novembre 2019. Je rappelle que c'est le plus important de ces 50 dernières années en territoire métropolitain. Il mérite la mobilisation totale de l'État pour accompagner les sinistrés, pour accompagner les communes et pour faire jouer à plein la solidarité nationale, y compris sur ces enjeux de mobilité essentiels dans nos territoires ruraux et en Ardèche en particulier. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Brun, peut-être quelques réponses. D'abord sur la première question sur finalement l'ambition du plan de financement. Je rappelle quand même que nous avons inscrit de façon assez inédite 13,4 milliards d'euros d'investissement intégralement financés.
Les ressources ont fait l'objet de beaucoup de débats entre nous. Je crois que l'essentiel est que la trajectoire est sécurisée, qu'elle est financée et que les engagements seront tenus. Vous parliez d'idées folles sur le projet de décentralisation du réseau routier national. J'ai eu l'occasion de répondre à M. Ruffin il y a quelques instants. Il n'y a pas de projet systématique de décentralisation, encore moins de privatisation. Il y a des demandes au cas par cas de certaines collectivités de récupérer ici et là quelques kilomètres de route. L'État, évidemment, regardera cela avec attention et bienveillance, mais il n'y a pas, je redis ici, de projet systématique de décentralisation. Sur le troisième sujet, qui était le contournement nord du Teil en Ardèche, qu'effectivement maintenant je connais par cœur, je vous rappelle qu'il fait l'objet effectivement d'inscription au CPER Auvergne-Rhône-Alpes 2015-2020, dont le volet mobilité est prolongé jusqu'en 2022 pour un montant de 63 millions, dont 35 millions de par État, et par ailleurs, absolument, et par ailleurs, quatrième point, je me rappelle que je vous dois une visite sur place, et donc je l'honorerai dans les plus brefs délais, de manière à continuer mon acculturation régionale. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Maxime Minot, au nom du groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. 7 km, c'est la distance du barreau ferroviaire qui relierait la Picardie à Roissy. 7 km pour améliorer la mobilité de tous les Picards en leur donnant accès à une gare TGV sans devoir repasser par Paris, mais aussi de plus de 10 000 d'entre eux qui se rendent chaque jour à l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle pour travailler. 7 km pour renforcer la connectivité et l'attractivité économique de la Picardie en général et de l'Oise en particulier. 7 km pour nous faire basculer dans une stratégie globale d'avenir respectueuse de l'environnement, en encourageant notamment les modes de transport alternatifs à la voiture et à une autoroute A1 déjà saturée, en favorisant notamment l'intermodalité du hub qui constitue Roissy-Charles de Gaulle avec le futur canal Seine-Nord-Europe, on en a beaucoup parlé précédemment. 7 km, c'est donc peu, mais tellement à la fois, alors que le financement a été bouclé grâce notamment à la mobilisation des élus locaux en sa faveur. Une concertation est actuellement en cours et a été prolongée jusqu'au 18 février. C'est une étape importante à laquelle je suis particulièrement attentif. En effet, si ce projet remporte une large adhésion dans l'Oise, encore faut-il qu'il prenne en compte, lors de son exploitation, les impératifs horaires des travailleurs, mais aussi limiter au maximum son impact sur les terres agricoles. Enjeu majeur d'aménagement du territoire est déclaré prioritaire par le président de la République lors de sa visite à Amiens en novembre dernier. Le barreau ferroviaire semble donc sur des rails et j'espère pouvoir compter sur le soutien des élus de la majorité des départements concernés afin qu'il devienne une réalité. Alors, pouvez-vous me confirmer que le calendrier qui prévoit une mise en œuvre en 2025 de cette infrastructure est tant attendu par les Oisiens? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Minot. Vous avez rappelé que cette liaison de 7 km est importante pour votre territoire et il a été, ou en tout cas cette liaison a été jugée prioritaire par le Conseil d'orientation de nos infrastructures. Et j'étais aux côtés du Président de la République le 21 et le 22 novembre dernier. Quant à Amiens, il a réitéré l'objectif de réaliser ce projet à l'horizon 2025 et l'État met évidemment tous les moyens de manière à tenir cet objectif. Les études préalables à l'enquête d'utilité publique ont été relancées et SNCF Réseau mène actuellement en concertation avec la région Hauts-de-France un travail d'optimisation sur la rentabilité socio-économique du projet qui sera notamment et évidemment dépendante du niveau de desserte. Une nouvelle étape de concertation requise par la CNDP compte tenu de l'ancienneté du débat public se tient depuis le 2 décembre dernier et ce jusqu'au 18 février prochain. L'enquête publique est prévue pour fin 2020 et la DUP, la déclaration d'utilité publique, est prévue au deuxième semestre 2021. Le gouvernement a par ailleurs demandé à SNCF Réseau d'étudier pour le mois de juin l'incidence d'une accélération du calendrier du projet Roissy-Picardie sur les projets franciliens de cet axe, et je pense notamment aux aménagements sur les RER B et D, ainsi que le chantier du CDG Express. Il s'agira en effet d'optimiser l'articulation de tous ces projets afin que l'État et les collectivités territoriales des Hauts-de-France et celles de l'Île-de-France partagent ensemble les orientations à prendre et le meilleur séquencement des projets. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Bruno Millienne, au nom du groupe Mouvement démocrate et apparenté. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la question du financement des infrastructures de transport a été au cœur des échanges de notre Assemblée à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités. Et force est de constater que cette question du financement
est aussi présente ce soir dans nos échanges. Il est un chantier qui intéresse plus particulièrement le député francilien que je suis, complémentaire au projet du Charles de Gaulle Express, dont la mise en service est programmée pour fin 2025, le métro du Grand Paris ou le Grand Paris Express. C'est 200 km de lignes de métro automatique et 68 gares. C'est un projet d'envergure, en particulier pour les déplacements parisiens, mais également et surtout entre banlieues. C'est dire si ce projet revêt une importance fondamentale à l'heure où les transports publics parisiens sont bien souvent saturés et accusent régulièrement des retards et avaries diverses. C'est une préoccupation majeure des Franciliens. Mais ce chantier n'est réalisable que s'il est financé. Les modalités de financement de ce chantier majeur avaient suscité la grogne des départements d'Île-de-France à l'automne dernier en raison du prélèvement instauré par l'article 217 du projet de loi de finances pour 2020. Celui-ci prévoyait de ponctionner une partie des recettes sur les droits de mutation à titre onéreux perçus par eux et la ville de Paris au profit de l'établissement public Société du Grand Paris. Le Conseil constitutionnel a, par une décision en date du 27 décembre 2019, déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article précité. Partant de là, la SGP se voit privée d'une partie des recettes lui permettant de financer les infrastructures du Grand Paris Express. Aussi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous préciser comment le manque à gagner résultant de cette invalidation sera compensé pour la SGP en 2020 pour un montant estimé, sauf erreur de ma part, à 75 millions d'euros et également pour les années suivantes pour un montant de 60 millions d'euros. Pourriez-vous nous préciser également si ces financements incluent les besoins liés à l'aménagement de pôles multimodaux en nombre? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Millienne, vous avez raison de rappeler le caractère quasi pharaonique de la Société du Grand Paris. C'est 200 km de lignes nouvelles, c'est 68 gares, qui avaient conduit le député Carrez à qualifier un besoin de ressources supplémentaires de 200 à 250 millions d'euros par an. Une première série de mesures avait été prise, vous vous en rappelez, en 2019 pour un rendement d'environ 115 millions d'euros par an. Et en 2020, une modification de la taxe sur les bureaux avait permis de financer, en tout cas d'évaluer à 60 millions d'euros les ressources complémentaires au profit de la Société du Grand Paris. Et c'était donc 175 millions d'euros de ressources nouvelles qui avaient été créées au profit de cette société. Vous avez rappelé que le Conseil constitutionnel, pour des raisons d'ailleurs de procédure et non de fond, a censuré le prélèvement d'une fraction des DMT ou des départements franciliens. Et vous avez avancé le chiffre de 75 millions d'euros. Mais je tiens toutefois à vous dire qu'il ne s'agit pas en l'état d'un manque à gagner pour la SGP qui finance actuellement ces projets dans le cadre d'emprunts, notamment d'OAT verte, et qui ne voit pas donc les projets concrets risquer d'être mis en retard par cette censure constitutionnelle. Je vous confirme par ailleurs que le gouvernement réfléchit aux suites à donner à cette décision afin de compléter dans le temps les ressources de la Société du Grand Paris dans la perspective de la prochaine loi de finances. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Millienne, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour votre réponse. J'attire votre attention sur les pôles multimodaux. Vous ne m'avez pas répondu, c'est important parce qu'il n'y en aura pas autant que ce qui était prévu. Deuxième question, on est entré aujourd'hui dans un temps où les évolutions technologiques s'accélèrent et nous obligent à nous adapter. Nos mobilités n'y échapperont pas. Grâce à la loi d'orientation des mobilités votée récemment, nous sommes résolument tournés vers cet avenir proche où nos transports seront plus connectés et plus autonomes. Les expérimentations se multiplient, certains prédisant une arrivée prochaine des premiers véhicules autonomes dans notre quotidien, d'autres repoussant cette technologie à des décennies à venir. Toujours est-il qu'un enjeu reste fondamental pour développer les mobilités de demain, l'état de nos infrastructures routières. On a déjà parlé, vieillissantes pour les mobilités d'aujourd'hui, elles en deviennent obsolètes pour celles de demain. Plus qu'une simple réflexion, il nous faudra les moderniser de manière significative en les rendant plus sûrs et plus connectés et capables d'échanger des informations avec les prochaines générations de véhicules. Leur développement ne pourra se faire qu'à cette condition et à ce jour, la France n'est pas prête. En effet, pour évoluer sur la route, les véhicules de demain auront bien évidemment besoin de chaussées de qualité, mais aussi d'équipements de la route performants installés harmonieusement sur l'ensemble du réseau, marquage au sol, panneaux de signalisation, feux tricolores, etc. et bénéficiant d'un entretien sérieux et régulier. Le déploiement de la 5G, technologie indispensable pour les véhicules 100% autonomes, sera aussi un défi pour garantir un maillage de l'ensemble du territoire. Si nous devons travailler à l'échelle française, nous devons aussi réfléchir plus largement à une harmonisation des standards de qualité, de sécurité et de signalisation des infrastructures routières au niveau européen, afin que les véhicules autonomes puissent lire la route et communiquer avec elle, quel que soit le pays traversé.
Monsieur le ministre, la France sera-t-elle au rendez-vous et suffisamment ambitieuse dans le développement des mobilités de demain? À combien évaluez-vous les besoins de financement pour que notre réseau routier soit apte à accueillir des véhicules 100% autonomes? Pouvez-vous garantir aux territoires ruraux qu'ils ne seront pas négligés alors que c'est là que les attentes sont les plus grandes pour accueillir les transports autonomes? Et pour terminer, pourriez-vous nous dire si un travail d'harmonisation des infrastructures est fait au niveau de l'Union européenne? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. D'abord, vous précisez sur les pôles d'échange multimodaux que les 450 millions d'euros prévus pour la SGP sont sanctuarisés et seront donc utilisés comme prévu. Donc il n'y a pas de remise en cause à ce sujet. Sur le sujet des véhicules autonomes, dire que la France a été à l'avant-garde de ce projet, notamment au travers des travaux conduits par Anne-Marie Idrac, qui a donné lieu à la mise en place, en quelque sorte, des conditions préalables à l'utilisation de tels véhicules, sur la sécurité, sur l'acceptabilité, sur la construction d'un nouvel modèle économique. Et le gouvernement a annoncé en avril 2019 le lancement d'un programme national d'expérimentation du véhicule routier autonome, dit EVRA, doté de 42 millions d'euros, programme qui a permis de sélectionner 2 consortiums réunissant 15 projets régionaux ou locaux. Et vous avez raison de dire que ces projets s'inscrivent très bien dans la géographie des zones plus diffuses et qui permettront de changer d'échelle avec 1 million de kilomètres parcourus en expérimentation visée en 2022 pour à la fois accumuler des connaissances sur les usages et la sécurité, tant pour la mobilité individuelle d'ailleurs partagée ou collective que pour celle du fret. Et ces expérimentations nous permettront de mieux cerner les besoins ainsi que les coûts d'adaptation de l'infrastructure pour les cas d'usage concernés. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Florence Lasserre, au nom du groupe Mouvement démocrate et apparenté. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je tiens à remercier tout d'abord le groupe Liberté et Territoire pour le choix du sujet qui nous occupe ce soir, puisque cela nous donne la chance de pouvoir échanger avec vous, Monsieur le Ministre, sur un sujet qui nous tient tous à cœur, celui du financement des infrastructures de transport. Plusieurs de mes collègues vous ont interrogé sur les zones d'ombre qui persistent concernant la trajectoire financière de l'Agence de financement des infrastructures. Mais si je partage leurs préoccupations, je souhaiterais pour ma part vous demander votre avis sur une idée qui fait de plus en plus de chemin, celle de la mise en place d'une taxe kilométrique sur les véhicules électriques. Je salue bien entendu l'arrivée du véhicule électrique pour ses effets positifs sur notre qualité de vie et nos émissions de gaz à effet de serre. Cependant, son succès grandissant soulève également des questions budgétaires pour les États. En effet, ces véhicules ne sont pas soumis aux taxes appliquées aux produits pétroliers et certains pays, vertueux sur le plan environnemental, doivent composer avec des recettes fiscales qui diminuent. Or, ces recettes servent aujourd'hui principalement à financer les mesures en faveur de la transition énergétique et l'entretien du réseau routier. Si le manque à gagner imputable à la non-participation des propriétaires de véhicules électriques à l'entretien de nos routes est encore marginal en France, il convient de s'en préoccuper dès aujourd'hui pour anticiper nos besoins et s'assurer que notre réseau routier sera toujours correctement entretenu. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous faire part de la position du gouvernement quant à la création d'une taxe au kilomètre sur les véhicules électriques qui permettrait de faire contribuer les propriétaires de véhicules électriques à l'entretien des chaussées qu'ils utilisent et fragilisent autant que les autres automobilistes ? D'autre part, je profite du temps de parole qui me reste pour vous demander des précisions concernant le 4e appel à projet TCSP annoncé lors de nos discussions sur la loi d'orientation des mobilités. Vous avez récemment confirmé que cet appel à projet bénéficierait d'une enveloppe de 450 millions d'euros et serait lancé courant 2020. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ce soir sur ce que vous attendez des projets qui vous seront soumis par les autorités organisatrices de la mobilité? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Lasserre, merci pour votre question. Je comprends parfaitement d'ailleurs votre préoccupation de long terme sur la contribution des véhicules électriques au dommage environnemental ou au financement des infrastructures, selon la façon dont on le prend. Mais je crois qu'aujourd'hui, le moment que nous vivons est davantage à l'accompagnement, à l'émergence de cette filière électrique. Je rappelle que les ventes de cette année de mémoire s'élèvent à 40 000 véhicules, qu'il y a un objectif national de 100 000 véhicules en 2022 et que l'incitation publique, l'action publique aujourd'hui est au soutien à l'accompagnement, à l'émergence de cette filière. Il est évident que cette question, mais beaucoup plus générale, se posera, mais je crois qu'elle n'est pas une question de maintenant ou de 2022. Pour répondre sur votre dernière question sur le 4e appel à projet
TCSP, je confirme d'abord le volume de financement, 450 millions d'euros. Je confirme l'imminence du lancement du 4e appel à projet. Et je ne doute pas que de nombreux territoires y répondront, comme ils l'ont fait sur les appels à projets précédents, et trouveront ici et là les solutions idoines qui sont de nature à être à la fois utiles pour les territoires et évidemment respectueux de l'environnement. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Christine Pires-Beaune, au nom du groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente. Monsieur le secrétaire d'État au transport, le 6 septembre dernier, vous étiez à Clermont accompagné de Monsieur Pépi pour rencontrer les représentants de l'association Objectif Capital, qui regroupe, comme vous le savez, l'ensemble des élus et des acteurs économiques d'Auvergne afin de permettre une meilleure connexion de notre territoire à Paris. En effet, la piètre qualité de la ligne Clermont-Paris entraîne des trajets très longs, de nombreux retards liés à des incidents techniques à répétition. Je vous en éviterai la longue litanie, mais vous savez que certains retards ont atteint jusqu'à 17 heures, par exemple, le 25 juillet dernier. Au cours de cette rencontre de septembre dernier, jugée constructive par l'ensemble des participants, des engagements ont été pris par l'État et par la SNCF. Je les cite: améliorer de 10 points la régularité de la ligne, améliorer d'ores et déjà le confort de la ligne actuelle, propreté, Wi-Fi, circulation de l'information en cas de retard, financer un matériel roulant de dernière génération, veiller au bon respect de la concomitance des travaux de régénération et de mise en service des rames, et enfin finaliser la recherche de financement afin de réaliser d'ici à 2025 l'ensemble des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs qui ont été validés dans le cadre du schéma directeur de la ligne. À ce jour, Monsieur le secrétaire d'État, nous n'avons toujours aucune précision, ni budgétaire, ni calendaire sur l'ensemble de ces engagements. Par ailleurs, au cours de cette même rencontre, il avait été promis qu'un groupe de travail spécifique, complémentaire au comité de suivi des usagers, soit mis en place entre l'État, la SNCF et l'association Objectif Capital, notamment afin de suivre et contrôler la mise en œuvre des actions de régénération des voies, de renouvellement des rames et du plan d'action lancé pour améliorer et sécuriser les abords de la ligne. 5 mois après, ce groupe de travail n'est toujours pas mis en place. Malgré les relances régulières de l'association, pouvez-vous, s'il vous plaît, mobiliser les acteurs concernés afin que cette promesse soit tenue? Ce groupe de travail serait la meilleure méthode pour enfin sortir des effets d'annonce que l'Auvergne subit depuis des décennies en la matière, et pour assurer les financements nécessaires dans des calendriers décents. Vous le savez, pour avoir pris le temps d'échanger avec les acteurs locaux, l'attente est particulièrement forte, tant le territoire a été longuement, depuis très longtemps oublié. L'Auvergne ne peut plus se payer de mots pour faire face à son enclavement ferroviaire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Je connais effectivement les attentes pour avoir échangé avec les habitants du territoire et pour vivre des situations assez similaires sur la ligne POLT et notamment en Limousin. J'avais effectivement annoncé un certain nombre de décisions, en tout cas d'actions de l'État, simplement pour préciser que depuis le 1er février 2019, tous les trains proposent le Wi-Fi aux voyageurs et que ce coût de 4 millions d'euros a été financé par l'État et que cette ligne a été la première ligne TET à déployer un tel service. Je reviens peut-être de façon plus précise sur les annonces que j'avais faites le 6 septembre dernier, pour préciser qu'effectivement la ligne Paris-Clermont va bénéficier à l'horizon 2025 de plus de 1,1 milliard d'euros pour un plan d'action complet à la fois sur la régularité mais aussi sur la fréquence et le confort, qui inclut évidemment le marché de renouvellement de l'ensemble des rames qui a été signé fin 2019 par SNCF Mobilité avec le constructeur CAF, grâce à un financement de l'État par le biais de la FIT de plus de 300 millions d'euros pour cette ligne. Et les premières livraisons sont attendues à la fin de l'année 2023. Par ailleurs, une remise à niveau de l'infrastructure pour 760 millions d'euros de régénération est financée intégralement par SNCF Réseau. Des opérations ciblées de modernisation et de performance devant faire l'objet d'études en lien avec les collectivités et permettant de ramener le temps de parcours entre Paris et Clermont-Ferrand à 3h15 sont en cours. Et pour cela, la FIT a été dotée d'une ligne spécifique à hauteur de 66 millions d'euros de la part État qui devra être complétée par les collectivités. Enfin, l'offre de service sera améliorée grâce à l'ajout d'un aller-retour quotidien supplémentaire passant de 8 à 9, à l'instauration d'un cadencement à 2 heures, à l'élargissement de l'amplitude horaire et au nouveau positionnement du train direct qui sera maintenu. Je conclus sur le comité sur lequel vous m'avez interpellé, qui sera mis en place au premier semestre 2020, conformément aux annonces que j'avais faites en septembre 2019.
Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Joël Aviragnet, au nom du groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire d'État au Transport, les habitantes et les habitants de la Haute-Garonne attendent la LGV depuis 1980. 40 ans ont passé et les travaux de la ligne à grande vitesse Toulouse-Bordeaux, ou Bordeaux-Toulouse comme vous préférez, n'ont toujours pas commencé. Pire, le financement de ces travaux n'est toujours pas garanti. Un décret du Conseil d'État de 2016 a souligné l'utilité publique de cette infrastructure. En juin 2019, après un immense engagement des acteurs du territoire, des élus de terrain bien sûr et de la présidente de la région Occitanie, le Parlement a voté la création de sociétés de projets destinées à permettre le financement de la future ligne à grande vitesse. Dans mon territoire, nous nous battons depuis trop longtemps maintenant pour obtenir la LGV que Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille, Tours, Bordeaux, Mulhouse et j'en passe ont depuis des décennies. Il n'est plus possible de repousser ce projet, il n'est plus acceptable de réserver aux Toulousains, à la Haute-Garonne et aux territoires voisins une inégalité de traitement. Nous sommes des citoyens comme les autres, nous méritons les mêmes droits que les autres, tout simplement. La LGV dans notre région, c'est la clé du désenclavement d'un grand nombre de territoires autour de Toulouse. C'est la condition pour pouvoir augmenter le cadencement sur les lignes secondaires. C'est indispensable pour la création d'un RER toulousain et donc réduire l'utilisation de la voiture dans les trajets du quotidien. Le périphérique toulousain est l'un des plus embouteillés de France car nous sommes limités par le manque d'infrastructures ferroviaires dans la région. Toulouse est une ville qui reçoit près de 20 000 habitants tous les ans supplémentaires. L'État ne peut plus continuer à délaisser notre territoire en matière ferroviaire. C'est une question d'égalité, mais aussi de développement économique et surtout d'écologie. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous donner un calendrier précis des échéances à venir sur la LGV Toulouse-Bordeaux? Pouvez-vous garantir que l'État prendra part au financement? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le député. Vous le savez, pour la LGV Bordeaux-Toulouse, la LOM prévoit que les études pour la réalisation complète de l'itinéraire soient lancées en début de période 2023-2027. Vous avez cité l'article 4 de la LOM qui permet par voie d'ordonnance la mise en place de sociétés de projets dédiées à la réalisation de grandes infrastructures. Ces ordonnances seront prises dans les 24 mois et à ce stade, le projet GPSO, qui est bien connu de nos services et spécifiquement la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, remplit la majorité des critères définis dans cet article. À court terme, des opérations de désaturation des nœuds de Bordeaux et de Toulouse sont indispensables au bénéfice des transports du quotidien, raison pour laquelle, dès 2020, l'État sera au rendez-vous et mobilisera 31 millions d'euros d'engagement via l'AFIT pour permettre l'amélioration et le fonctionnement de l'étoile ferroviaire de Toulouse, première étape du RER métropolitain. Merci, monsieur le ministre. La parole est à Madame Sophie Oconi, au nom du groupe UDI, Agir et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors que nous nous sommes fixés pour objectif de ramener à zéro d'ici 2050 les émissions nettes européennes de gaz à effet de serre, le secteur des transports représente à lui seul 27% d'entre elles. Notons qu'il s'agit du seul secteur qui n'arrive pas à réduire ses émissions depuis 1990. Madame von der Leyen a annoncé un Green New Deal d'un montant de 1 000 milliards d'euros sur la décennie 2020, soit 100 milliards par an. Son idée de transformer la Banque européenne d'investissement en une banque, enfin, véritable du climat. Nous avons encore très peu de visibilité concernant la répartition de ces investissements, tant par pays que par secteur. Monsieur le ministre, comment la France compte-t-elle influer autour de la table des négociations et quelle place aux infrastructures de transport dans ce pacte vert européen? Je reprends ici les mots de notre collègue Karima Delli, présidente de la commission au Parlement européen des transports. Elle est française. Elle nous a alertés en septembre dernier lors d'une audition ici à l'Assemblée. Il faut absolument que la France propose des projets ambitieux pour aller dans le sens d'un cofinancement européen. La présidente avait insisté sur l'importance que la France se positionne dans une situation de leadership plus et plus vite. Il est désormais primordial de verdir nos transports publics en proposant de vrais beaux projets, et ce pour deux raisons. Évidemment, réduire nos émissions, mais surtout et également envoyer un bon signal aux citoyens en étant précurseurs. Monsieur le ministre, vous connaissez ma volonté, tant dans les transports
des petites lignes, n'est-ce pas, que dans ma démarche européenne. Et donc les lignes fines de territoire doivent être précurseurs et devenir les expérimentations du transport à hydrogène pour le gouvernement, à l'image de la ligne Tourloche, chère à mon cœur, de ma circonscription et que vous connaissez. Je compte sur votre soutien et je veux vous dire combien nous sommes à votre entière disposition sur ce lobby européen. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée Oconi pour votre message. Peut-être 2 points sur l'Europe. D'abord dire que la France est au cœur de projets tout à fait structurants. Nous avons cité il y a peu le canal Seine-Nord-Europe. Vous savez que le Lyon-Turin fait aussi l'objet d'un fort cofinancement européen pour des conditions, ou en tout cas pour des objectifs d'amélioration quelque part de la trace environnementale de ces infrastructures et de ces flux. C'est quand même 9 milliards d'euros qui sont mobilisés sur ces 2 projets. Nous sommes actuellement effectivement en discussion avec les services de la Commission pour mener, ou en tout cas mettre en œuvre un plan très ambitieux sur le fret ferroviaire. Alors cela revêt pas mal de dimensions autour de la régénération du réseau, dont vous connaissez parfaitement les déterminants, autour de la redynamisation de fret SNCF, et puis autour de la construction ou de l'amélioration de ce qu'on appelle les grands corridors fret, l'axe Atlantique, l'axe Nord-Sud, et puis l'axe qui va vers Turin, justement. S'agissant des petites lignes, je partage là ici complètement votre ambition. Je sais que les discussions avancent de façon très satisfaisante avec la région Centre-Val de Loire. Je m'y suis rendu sur place et j'ai vu à quel point la dynamique locale, la coalition des élus locaux était important, et je crois que cette ligne qui est chère à votre cœur, la ligne Tourloche, pourra tout à fait faire l'objet de solutions innovantes au travers de trains plus légers ou de la solution hydrogène. Je crois d'ailleurs qu'il y a un écosystème parfaitement vertueux qui répond à l'ensemble de ces critères. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Luc Warsmann, au nom du groupe UDI Agir et Indépendants. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mon département connaît une situation économique et démographique difficile, et je tiens à vous remercier, vous, votre ministère et le gouvernement, pour le plan de redynamisation, le pacte Ardennes, qui a été signé le 15 mars dernier. Dans ce cadre, nous avons des lignes de fret ferroviaire à sauver, notamment dans le sud du département. Je pense à la ligne qui rejoint Amagne-Lucky, du côté de Rethel, vers Attigny-Vonc. Je pense aux installations ferroviaires du secteur Rethel à Six-Romans. Si elles ne sont pas sauvées, c'est 9000 camions supplémentaires sur la route. Monsieur le ministre, tout le monde a acté un plan de financement, et je voudrais que dans la solennité de l'hémicycle, vous l'actiez ce soir, qui permette de régénérer les lignes. Premier point. Monsieur le ministre, deuxième point, je souhaiterais qu'on puisse être garanti à l'avenir sur l'entretien de ces lignes et sur le fait que nous puissions avoir une qualité de service et un calendrier de réalisation de travaux qui permettent de n'avoir pas d'interruption du trafic et qui permettent que nous n'emmenions pas des céréales qui sont une des denrées par exemple qui sont impeccables pour le trafic ferroviaire sur la route. Merci par avance, monsieur le ministre, de votre réponse. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous avez rappelé le pacte Ardennes signé le 14 mars 2019 suite au courrier qui avait été adressé au ministère et qui faisait la demande de transfert de propriété d'une section de la ligne capillaire fret Amagne-Lucky-Attigny. Réponse, en tout cas demande à laquelle le ministère avait répondu favorablement le 4 octobre dernier. Le mode de gestion innovant ainsi que les travaux de remise en état de la ligne permettront de maintenir la desserte d'un silo céréalier du groupe Viesca à Landuy. Vous y avez fait référence pour environ 45 000 tonnes de céréales par an, soit environ 35 trains, ce qui est considérable. Et ils viendront aussi pérenniser l'activité du train touristique qui circule sur cette ligne et qui permettront le développement de l'activité économique menée sur le territoire auquel je vous sais très attaché. Le transfert de propriété pourra intervenir dès la signature d'une convention en cours de rédaction entre SNCF Réseau, les 2 communautés de communes concernées et le préfet. Cette convention viendra préciser la date de transfert effectif, la nature des biens transférés et les conditions financières et techniques du transfert. Afin de garantir la pérennité de la section de la ligne transférée, la communauté de communes des Crêtes pré-ardennaises investira 1,2 million d'euros cofinancés pour moitié par l'État et pour moitié par le département, la région Grand Est et les 2 communautés de communes. Cet investissement sera précédé d'une première étape de 400 000 euros réalisée dès 2020 sous maîtrise d'ouvrage de SNCF Réseau et cofinancée par l'État, la région et le département. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Sébastien Nadeau.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Transports, lors de votre récent déplacement chez Airbus à Toulouse pour le lancement de la feuille de route pour les biocarburants aéronautiques durables dans le transport aérien français, vous avez pu mesurer le dynamisme de Toulouse, ville de l'espace et de l'aérien. Je crois que vous connaissez très bien l'École nationale d'aviation civile de Toulouse. Mais pour affirmer son développement, la 4e métropole française a absolument besoin de se doter de transports multimodaux, au rang desquels manque terriblement la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, qui mettrait enfin Paris à 3 heures de Toulouse en train. La loi d'orientation des mobilités a inscrit cette ligne à grande vitesse comme un chantier prioritaire et autorise le gouvernement à créer des sociétés de financement pour la réalisation de la LGV en publiant dans les 2 ans des ordonnances spécifiques. La LOM a été promulguée le 24 décembre 2019, mais cette étape était attendue depuis 30 ans. Et à Toulouse, on se dit que 2 ans, cela passe très vite, mais c'est encore 2 ans pour les ordonnances qu'on peut éventuellement attendre, et donc on s'inquiète en Occitanie. Alors, pourriez-vous effectuer un rétro-planning avec des repères de calendrier concrets et un point de méthode sur cette ligne Bordeaux-Toulouse, vitale au Grand Sud-Ouest? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, pour cette dernière question. Monsieur le député Nadeau, je vous ferai peut-être parvenir par courrier le rétroplanning que vous demandez. Simplement repréciser que pour la LGV Bordeaux-Toulouse, la LOM prévoit que les études seront réalisées à compter de début 2023, en tout cas sur la période 23-27. Vous avez fait référence à la société de projet et je vous confirme que des discussions sont en cours avec l'ensemble des acteurs locaux qui permettra, une fois que les ordonnances seront promulguées, de mettre en place effectivement cette société de projet sous réserve que les ressources soient bien effectivement trouvées et qu'elles satisfassent le besoin concerné. Je vous confirme également qu'en l'état des opérations de désaturation des nœuds de Bordeaux et de Toulouse sont nécessaires et que c'est la raison pour laquelle l'État a souhaité dès 2020 mobiliser 31 millions d'euros via la FIT de manière à améliorer le fonctionnement de l'étoile ferroviaire de Toulouse, et je le disais tout à l'heure à votre collègue, qui sont la première étape de la mise en place d'un véritable RER métropolitain. Je crois que l'ensemble de ces mesures permettent de satisfaire le besoin de désengorgement de cette ville qu'effectivement je connais bien, et je m'engage à vous faire passer l'ensemble de ces éléments par écrit. Merci, Monsieur le ministre. La séance de questions est terminée. Prochaine séance demain à 9 h, questions sur les politiques de réponse au personnel hospitalier en grève. À 11h15 en salle Lamartine, débat sur les allègements de la fiscalité au profit du capital et des entreprises. Quelles conséquences économiques et sociales? La séance est levée.